Oui, chers téléspectateurs de la chaîne Léon Joléo, merci d'être avec nous à ce sujet d'actualité sur les retraits de l'EAC. Vous le savez très bien qu'une centaine de militaires kenyans ont signé le retrait de Goma jusqu'à leur pays. À ce sujet d'actualité, nous évitons le CT Élisée Mateso. Il est internationaliste sur ce sujet d'actualité. Il nous parle en tout cas du retrait de cette force sur les sols congolais. Suivez-le. Comment vous analysez les retraits de cette force alors que, en tout cas, la paix n'est pas toujours là? Mon cher monsieur le journaliste, il s'agit tout simplement d'une décision qui est faite suite à une politique diplomatique menée par le président lui-même. N'en déplaise à certains détracteurs du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et vous savez qu'à un moment donné, il avait déjà lancé une phrase laconique selon laquelle il faut que le militaire issu de l'EAC puisse se retourner. Et vous savez, il y a une réunion qui a été faite à Arusha où le président a fait envoyer le ministre de la Défense ainsi que de l'intégration, une réunion dans laquelle l'EAC a pris acte de la décision de la RDC de ne plus travailler avec le militaire de l'EAC. Et voilà, je sais que dans l'opinion publique, certains pensaient que c'est une histoire qui ne serait pas peut-être en application, mais voilà, vous avez constaté qu'il y a déjà un départ de contingents du Kenya. Et donc nous estimons qu'il y a les Ougandais qui restent, le Burundais qui restent, ainsi que c'est du Sud-Afrique, de la République Sud-Afrique, et non, Sud-Soudan, voulais-je dire, qui reste encore sur le terrain. Et nous l'estimons qu'eux aussi sont en train de préparer leurs valises pour qu'ils partent et qu'ils retournent chez eux. Et donc, aujourd'hui, ce départ est dans la même logique que le départ de la MONUSCO. Et les gens peuvent encore se demander pourquoi alors ce départ, alors exactement que la chose qui a fait qu'ils viennent n'est pas encore finie. C'est-à-dire ils n'ont pas encore imposé la paix dans les zones qui sont dans les zones insécurisées et dont surtout Rutshuru et Masisi. Alors, nous aussi, c'est la même question qu'on peut aussi poser à la MONUSCO. Qu'est-ce qui fait que vous retournez et qu'est-ce qui fait que vous retournez 20 ans après et la sécurité n'est pas encore au rendez-vous? C'est aujourd'hui la même chose. Je crois que la RDC n'a pas voulu encore traîner les pieds pour qu'on puisse continuer à dorloter les missions de maintien de paix comme on a fait pour la MONUSCO. Et au moins, la RDC a pris le devant pour qu'elle puisse dire non, nous n'allons pas tolérer ce maintien et le maintien de la mission sur le sol congolais, du fait que 3 ou 4 mois d'Ira, on ne voit pas assez de fruits que le contingent a fait montre. Et donc, aujourd'hui, si le départ est confirmé et que certains contingents sont en train de sortir, vraiment, c'est une diplomatie agissante de Félix Tshisekedi. On ne doit que remercier au moins cet aspect parce que le français dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Et donc, si vous trouvez qu'on a changé, c'est qu'il y a une faille et les failles ont été visibles, perceptibles, non pas tout simplement que les gens n'étaient pas des militaires, mais parce qu'on a constaté que exactement, et les civils et même certains experts militaires ont constaté que la paix n'est pas au rendez-vous dans les zones qui ont été contrôlées par ces contingents de l'EAC. Ah oui, toujours avec vous, c'était Élisée Mateso.
la force kenyane était venue en tout cas avec des véhicules blindés, beaucoup de matériel, mais voilà, ils ont retourné en tout cas avec vol. Mais pensez-vous que vraiment les matériels ont resté entre les mains du gouvernement congolais? Ce que nous devons comprendre à ce niveau, c'est pas à dire que le matériel va rester. Et bientôt, on peut assister aussi au départ de la MONUSCO. Allons-nous dire que aussi le matériel va rester? Les avions vont-ils rester? Ils sont venus avec des bateaux, ils sont venus avec des chars de combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a un plan logistique. Un plan logistique de ramassage de différents engins qu'on utilisait, que ce soit des armes lourdes, que ce soit des camions, que ce soit, je crois, des trucs porteurs. Et en tout cas, je sais qu'il y a un plan de logistique qui fait que on fait d'abord sortir le personnel, c'est-à-dire le personne, et a fait alors le matériel. C'est pas à dire que on va laisser le matériel au niveau même de la RDC. Il y a juste un plan selon lequel c'est même le matériel avec lequel ils sont venus doit encore retourner au lieu d'origine. Et donc ne soyez pas intimidés par le fait de dire non, alors voilà, ils ont déjà laissé les engins entre les mains de qui? De ces M23. En tout cas, je ne passe pas parce que je sais que quand ils retournent, ils doivent donner toujours rapport, et qui dit rapport dit tout simplement vous êtes parti, vous étiez à combien et vous retournez combien. Et deuxième chose, on vous a doté de tel kit, de tel kit, de tel kit ou de tel matériel, et vous en avez déjà combien. Et à la fin, j'estime qu'ils diront que voilà, nous avons déjà perdu tel matériel, mais autant de matériel, encore nous les attendons. Et c'est encore à eux de dire nous allons amener ce matériel chez nous à telle date. Donc ça, c'est encore un secret qui est lié à la mission, qui connaissent quand est-ce qu'ils vont faire retourner le matériel qu'ils utilisaient sur le terrain. À Rutshuru, il y avait le système de cessez-le-feu. C'était à cause des accords qu'ils avaient en tout cas appris lors de différents sommets. Et donc, on peut savoir, après le retrait de la force régionale, on n'assistera plus au cessez-le-feu. Bien sûr. Et donc, vous savez qu'à un moment donné, c'est l'EAC qui a... L'arrivée de l'EAC est concomitante avec le cessez-le-feu, parce qu'ils ont estimé qu'ils ne pouvaient pas être sur le terrain et au même moment assister à l'affrontement. C'est pourquoi ils ont imposé le cessez-le-feu. Donc eux, ils viennent de sortir, ça veut dire que l'accord tombe caduc, autrement dit. Donc il y a la possibilité directement d'un affrontement entre le FARDC et le M23. Et c'est pourquoi vous trouvez que, d'une part, on peut estimer que quand les forces est-africaines sont arrivées en RDC, et quand ils arrivent en RDC, il semble qu'il y ait une incompréhension entre, n'est-ce pas, la RDC et cette East African Community, du moment que, juste au début, il y avait tâtonnement dans le chef de l'EAC, et Kinshasa voulait que l'EAC puisse affronter directement le M23, alors qu'eux disent non, nous devons vous amener à avoir une solution plus ou moins politique que militaire. Et c'est pourquoi vous trouvez que la RDC, dans ses aventures, peut-être, si on peut passer au tâtonnement, ils vont commencer à courtiser la SADC pour que la SADC puisse envoyer ses militaires au niveau
de la zone et affronter de manière frontale, excusez-moi, cette tautologie, les M23. Mais il faut déjà dire qu'au niveau de l'EAC, il y avait déjà, l'EAC portait déjà les fruits ou encore les germes de son échec. Les germes de son échec à quel niveau? Vous vous imaginez, le Burundi fait partie de l'EAC, mais à côté du Burundi, avec le Burundi, il y avait encore un accord bilatéral selon lequel les Burundais peuvent faire la guerre contre l'M23, alors que ces mêmes Burundais sont censés respecter le mot d'ordre donné par l'East African Community. De la même manière que les Ougandais. Les Ougandais sont dans l'EAC, alors qu'au niveau du Nord, le Grand Nord et même dans l'Ituri, ils sont dans l'opération Shuja. Et donc, vous trouvez cette contradiction qui existe. Et parmi ces contingents, il y a ceux-là qui sont revêtus d'une double mission et qui peuvent être cailloux dans la chaussure, même dans l'EAC. Et c'est pourquoi vous trouvez que l'échec a été cuisant et nous ne devons que vraiment en tirer les conséquences. Le groupe d'autodéfense a dû actuellement Wazalendo, ils étaient bloqués chaque jour par la force régionale dans le cadre de cessez-le-feu pour dire qu'ils aussi ils vont en tout cas continuer avec les combats directs avec les terroristes du M23 où nous attendons encore notre diplomatie. Et je peux vous rassurer que même maintenant que je suis en train de faire cette interview, il y a des affrontements au niveau de Mouchak. Il y a des affrontements dans la zone tout simplement parce que le M23 ont constaté, ou eux aussi, comme nous, la population, ont constaté qu'exactement il y a des parts de l'East African Community avec ses forces, et donc qu'il y a le moyen de s'affronter. Et le phare de ceux qui se disaient qu'ils étaient en mode d'observation, en mode de cessez-le-feu, ce sont eux qui s'affrontent maintenant avec les M23. Je crois que si vous avez alors des correspondants ou des gens qui sont sur place, vous pouvez facilement constater que les affrontements déjà ont commencé. Et qui veut dire affrontement, veut dire qu'il y a encore l'hymne de l'arme sera encore chanté presque chaque jour, de côté avec FRDC M23 et de l'autre avec le M23 et le Wazalendo. Et c'est pourquoi vous trouvez que aussi la force est-africaine n'a pas aussi été à mesure de devenir efficace parce que il y a les Wazalendo aussi. Les Wazalendo, qui sont-ils? Vous savez, c'est aussi un piège que peut-être la RDC a fait tendre à l'East African Community de côté. Pourquoi? Parce que je l'estime, les Wazalendo ont été appelés à venir au secours parce qu'il y avait déjà une contradiction entre le FRDC, c'est-à-dire la RDC et le gouvernement et l'East African Community. Et vous trouvez que la RDC a essayé de faire une sorte d'équation à l'East African Community en appelant ceux-là qui sont censés être aussi les opposants pour qu'ils viennent faire un appui à cette même RDC qu'ils combattent. Alors, vous imaginez, le Maï-Maï, c'était des forces négatives pour les FARDC, mais subitement, on le constate que ce sont eux qui deviennent des partenaires privilégiés des FARDC. Et à ce niveau-là, quand les FARDC sont en mode cessez-le-feu, au même moment, le gouvernement autorise, cette autorisation tacite autorise les Wazalendo à affronter l'ennemi. Alors, de côté, est-ce que les forces est-africaines avaient la latitude de s'affronter avec les Wazalendo? Non. Est-ce que l'Est africaine avait cette possibilité de s'affronter avec les M23? Non.
Est-ce que l'Est africaine avait la possibilité de s'affronter avec les FARDC? Non plus. Parce qu'eux, ils disaient qu'ils devraient attendre une solution plus ou moins politique. Ce qui n'a pas été le cas. Et c'est pourquoi vous trouvez que certains contingents de cette force commencent maintenant à plier bagage. Avec vous, Monsieur Élisée Matheso, je rappelle aux internautes que vous êtes internationaliste. En tout cas, vous suivez de très près la situation dans les Kivu. Avez-vous un message particulier face aux Congolais de la RDC, dans la diaspora, mais également au gouvernement congolais? Et pour le Congolais, je vais lancer un appel. Il peut arriver qu'on peut faire maintenant presque 20 ans en train de parler de cette guerre plus ou moins compliquée, imposée par peut-être les tireurs de ficelle qui peuvent être des pays occidentaux, et on ne mâche pas le mot parce qu'ils sont de bénéficiaires de dividendes, ils utilisent, et je vais parler de termes techniques, ils utilisent la semi-périphérie pour essayer d'atteindre la périphérie, et alors qu'ils sont le centre. Et donc aujourd'hui, la façon dont on utilise le Rwanda et tout cela qui nous agresse prendra fin. Nous qui sommes les Congolais, nous connaissons qu'à un moment donné, il y a une histoire européenne sur laquelle il y a une guerre de 100 ans. Mais si vous parlez de cette guerre-là de 100 ans, le même Européen diront que c'est une histoire passée. Donc il y a un temps où on aura un jour la paix, mais on attend encore qu'on y arrive et nous ne savons pas qui va nous amener cette paix-là. Ce qu'il faut que nous puissions encourager, c'est de faire des élections de telle manière qu'avec cette rotation, on aboutira à un patriote, on aboutira à quelqu'un qui réfléchit à l'inverse pour qu'à un moment donné, il prenne une décision, et cette décision sera de nous amener la paix. Je ne sais pas si ce serait une paix négociée, mais aussi si soit ce serait une paix imposée. Mais les Congolais ont besoin, je l'estime tout le monde, ils ont besoin d'avoir la paix dans la partie Est. Et ce n'est pas seulement dans la partie Est. Je pense que les gens de l'Ouest, de la partie Ouest du Congo, ont compris que l'ennemi est en train d'aller défausser dans l'Ouest. C'est pourquoi vous trouvez qu'il y a maintenant des problèmes qui commencent vers le Chopo, la rive gauche, je l'estime. Il y a peut-être dans les Bandundu, avec des histoires de conflits de terre au niveau de là, c'est comme ça que ça commence. Et donc, nous devons comprendre que le même tireur de ficelle, il continue à utiliser plusieurs techniques, plusieurs méthodes pour déstabiliser le pays. Mais un jour, je le dis bien, nous devons continuer à passer à la démocratie, et les élections, il faut que ça soit toujours organisé pour qu'à un moment donné, on puisse aboutir à un homme. Pour la diaspora, et je sais que la diaspora, des côtés, et il semble être à l'extérieur et voir le match de loin. Hein? La façon dont on est malmené, et ainsi de suite. Ils peuvent avoir des informations trop vite. Mais ce que je vais leur demander, c'est toujours être patriote et avéré. Ce n'est pas l'état de s'affronter entre pro-séquedistes et pro-tel dans l'Europe, dans le Canada, aux États-Unis, ainsi de suite. Je crois que l'ennemi est entré dans la maison et que vous étiez, le couple était à désordre, ou était à guerre, ou ils étaient à dissidence. C'est le moment peut-être de s'unir pour faire un front commun. Peut-être le reste, on pourra encore y revenir. Si on était à guerre ou si il y avait des petites mésententes entre nous, c'est l'état peut-être de les jeter
et de dire laissez tomber, on commence à affronter l'ennemi de manière collective ou encore ensemble. Alors pour peut-être le gouvernement, je l'estime, je crois la mauvaise chose, le mauvais calcul qu'ils ne peuvent plus encore faire, c'est de continuer encore à dire nous allons encore négocier alors qu'ils ont déjà essayé de gagner le cœur des Congolais dans l'idée selon laquelle on ne doit pas continuer à négocier avec ces hommes qui viennent du Rwanda, soi-disant M23, soi-disant Gilles Moutebouche, soi-disant Bosco Taganda, soi-disant tous ces conglomérats, même RCD, l'époque de RCD, comment il est né. En tout cas, cette manière de réfléchir, et il faut que le gouvernement y mette fin. Et la guerre, vous savez, il y a un principe. Je veux tenter quand même d'y revenir parce que ça me vient en esprit. On dit souvent, on n'apprend jamais à un militaire comment fuir la guerre, mais on l'apprend souvent comment mourir. Donc si nous continuons à dire non, on a fait mourir autant de militaires. C'est ça leur tâche. La tâche des militaires, c'est de mourir au front et faire la guerre. Ce n'est pas de fuir. Ça, c'est une théorie géopolitique, géostratégique qui existe et qu'eux apprennent. Et tant que militaire, qu'on n'apprend jamais à un militaire comment fuir la guerre ou comment ne pas mourir, mais on doit l'apprendre comment mourir. Et donc, au gouvernement de ne jamais baisser les bras, le gouvernement doit continuer sur cette lancée de dire on ne négocie pas question de vie ou de mort. C'est pourquoi vous trouvez que les Ouazalais doivent venir de Fizi. Quelqu'un qui connaît la géographie de l'Est, Fizi c'est à des milliers de kilomètres, mais ils ont accepté de monter et vers le nord, et c'est là encore à pied pour rejoindre les autres amis, les autres patriotes. Et voilà, ils sont là, ils sont en train de mourir, ils sont en train de tomber malades. Et je ne sais pas, ils peuvent manquer même quoi manger, mais ce qui est important, c'est qu'ils sont là pour la cause de la nation. Donc, le gouvernement doit continuer à réfléchir. Et à ce niveau-là, c'est le temps maintenant encore de faire une sorte de justice distributive financière, parce qu'on l'a constaté et on l'a toujours dit, et aussi longtemps que les institutions continueront à consommer le 70% des recettes de l'État, et en oubliant que les Ouazalais sont là, ils méritent mieux que ça, en oubliant qu'il y a des Congolais qui travaillent, qui font fonctionner ces pays et qui, à un moment donné, ne sont pas mieux payés, alors les 21 000 $ qui a fait couler l'engrais entre les bouches de députés, alors ce n'est pas une justice. Vraiment, il faut que les choses changent, peu importe, et vous trouvez que aujourd'hui, avec les élections, c'est tout le monde maintenant qui veut aller consommer de ces 21 000. Même on m'apprend que c'est plus que 21 000, tout simplement parce que les gens comprennent que pour essayer de vivre, il faut tout simplement être député. Or, ce n'est pas ce qui se fait ailleurs. Il y a quand même les gens qui travaillent, les gens qui font le commerce, les gens qui font l'agriculture, sont les seuls ailleurs qui peuvent avoir l'argent et non pas ceux-là qui font seulement la politique. Voilà, à quelques mots, le mot que je lance aux Congolais, le mot que je lance à la diaspora et le mot que je lance au gouvernement congolais, et pour qu'ils appliquent ces quelques recommandations. Je l'estime que ce n'est pas du tout mauvais. S'ils peuvent appliquer ça, et si nous avons tous l'objectif de redresser ce pays, je crois que c'est vers là qu'on peut aller. En tout cas, nous sommes à la fin de notre entretien, cher c'était Élisée Mateso. Mais avant peut-être de vous laisser, pouvez-vous nous résumer à 2 lignes ou 3 de ce que donc votre analyse face au retrait de l'EAC? Et en quelques lignes, ce n'est pas du tout facile de faire la synthèse, mais à quelques lignes, il était question de dire pourquoi l'EAC retourne alors que la mission n'était pas encore finie. Et à cette question, nous avons estimé que
il retourne parce qu'exactement les résultats n'ont pas été probants. Et c'est pourquoi vous constatez qu'il se retire, mais aussi c'est le fait que la RDC a refusé de continuer avec l'EAC. Et voilà, c'est cela, c'est consécutif déjà à la décision du gouvernement d'aller même dire à l'EAC à Arusha que nous ne voulons plus de ces forces de l'East African Community. La deuxième question, c'est un rapport de dire que alors où est-ce qu'ils ont laissé la logistique alors qu'ils étaient venus avec des chars de combat, mais on le voit monter tout simplement avec des sacs à dos et pour retourner chez eux et leurs uniformes. J'ai estimé qu'il y a un plan de ramassage du matériel, plan logistique, qui est connu dans les chefs de cette force, selon laquelle ils peuvent partir, mais ils connaissent comment ils vont essayer de ramasser le matériel vers la destination d'origine. Et la troisième, et là j'ai donné les causes qui ont fait que même l'EAC puisse échouer sa mission. J'ai de deux côtés, et il y avait un problème déjà de compréhension de la mission juste au début, et l'EAC qui voulait qu'on arrive à une solution politique, alors que c'est là le gouvernement qui était censé être aidé voulait plutôt une solution militaire. Alors on est arrivé pour ne pas peut-être blesser le visiteur. La RDC a dit alors je respecte votre parole, restons à mode cesser les faits. Mais j'ai ajouté, j'ai dit bien, il y avait déjà aussi un autre échec qui était lié aux missions elles-mêmes. Les Burundais, ils avaient dans la mission une double casquette, de la même manière que les Ougandais qui jouent au nord, à Ituri et dans le Grand Nord, ils jouent là-bas comme une force offensive avec l'opération Shuja, alors que quand ils sont dans l'opération, quand ils sont dans les forces East African Community, et ils disent c'est le cessez-le-feu, une contradiction. Les Burundais eux-mêmes, avec l'accord bilatéral qui a été signé de manière privée entre le gouvernement congolais et burundais, les Burundais aussi, on était un peu dans l'incapacité de comprendre qui sont-ils réellement. Est-ce qu'ils sont là pour attaquer ou ils sont là aussi en mode cessez-le-feu? Donc, autant de contradictions qui ont fait qu'exactement on arrive à cet échec que nous constatons de nous tous, qu'on soit civil ou qu'on soit militaire. Donc le gouvernement a bien fait. Bien sûr, on ne change pas, je l'ai dit, l'équipe qui change. Mais dès le moment que vous constatez qu'il y a déjà une défaillance, alors il n'est pas intéressant de continuer avec cette équipe qui a échoué. Donc, c'est pourquoi ils ont estimé qu'il faut encore essayer de courtiser, je l'ai bien dit, la SADC, et nous les attendons. Mais je l'ai toujours dit dans mes interviews que la RDC n'est pas encore un peu mûre, excusez-moi le mot, mûre dans quel sens? Nous appelons, la RDC appelle souvent de force d'appui, alors qu'ils n'ont pas, disons, une politique dans laquelle le visiteur viendra s'y mixer. Ce sont au contraire les visiteurs qui viennent décider ce qu'ils feront, alors que peut-être la RDC n'a pas un plan de combat. C'est seulement aussi ça, de manière simple, pour qu'on analyse les histoires des East African Community, les histoires de la MONUSCO. Vous trouvez que la MONUSCO dit, en tout cas, nous respectons notre mandat d'observation. Mais quand vous avez défini ce mandat-là, qu'a fait la diplomatie congolaise pour qu'on aboutisse à signer ce mandat-là d'observation alors que vous avez besoin de mandat offensif? Donc, c'est encore la RDC
Et ça a l'air de plus ou moins vigilante et dans ce genre d'histoire parce qu'au moins, nous avons déjà une expérience d'avant. Et donc, quand la SADC va venir, il faut qu'on trouve qu'exactement la SADC est en train de faire quoi? De frapper et qu'on voit que les M23 sont déjà encore dans le dernier carré et sont dans le dernier carré de leur retranchement. Voilà, à quelque sorte, la synthèse, comme vous l'avez voulu. Je l'estime que je n'ai pas tout dit, mais au moins l'essentiel est là-bas. Oui, en tout cas, et sincèrement, c'était Élisée Mateso. Nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Vous avez suivi avec attention les CT Élisée Mateso sur ce sujet d'actualité. En tout cas, merci de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater de nos prochaines publications. Je suis Mwanampenzi Monzekele à la présentation. Au revoir.